Yorana Aronga et encore une fois, bonne année 2025, bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Si vous êtes étudiant, depuis 2018, Parcoursup est devenu une plateforme incontournable pour l'enseignement supérieur. Et pour bien démarrer cette nouvelle année, on vous aide à tout comprendre avec nos invités. On a d'un côté Nathalie Novelli, inspectrice et chef du département de l'orientation et de l'insertion de la DG2E Yorana. Yorana. Et de l'autre, nous avons Marina Demoy-Schneider, vice-présidente de la commission formation et vie universitaire, Yorana. Yorana. Et Ophélia Nortes, directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques du lycée Diadème. Yorana. Alors, on va commencer avec Nathalie. Rappelle-nous ce que c'est Parcoursup et à qui est-ce qu'il s'adresse. Alors, Parcoursup, c'est une plateforme où nos élèves vont déjà d'une part découvrir les formations. Donc depuis un mois, nos élèves ont cette chance d'avoir pu exploiter la plateforme, donc découvrir les formations proposées en Polynésie française, mais également sur d'autres territoires liés à la métropole. Ils ont également la possibilité de découvrir les taux d'insertion, les prérequis pour être admis, en tout cas dans certaines formations. Et c'est également l'outil par lequel on doit passer pour être recruté en fonction du dossier que l'on a, bien entendu. Alors justement, donc tu nous disais que ça a ouvert depuis, sauf erreur, 18 décembre, Oui. Parcoursup. Est-ce que c'est obligatoire pour tout le monde, même par exemple pour ceux qui ont un projet hors Parcoursup? Alors, on va pas entraîner d'obligation, mais c'est un conseil que je donne. N'hésitez pas à ouvrir un dossier Parcoursup. Même si vous faites le choix à un moment d'une formation hors Parcoursup, à tout moment, vous êtes parfois amené à changer d'avis et vous pourriez justement récupérer votre dossier Parcoursup si vous êtes encore dans les temps. Plutôt que de tout refaire de zéro. Voilà. Ah, justement, on se tourne vers toi, Marina. À l'UPF, il y a combien d'étudiants, à peu près, qui passent par Parcoursup pour intégrer vos cursus chaque année? Alors chaque année, environ 1200 étudiants. Ça représente tous les étudiants finalement, c'est obligatoire. Alors, puisque Parcoursup est ouvert depuis 2018, oui, maintenant tous nos étudiants sont passés par Parcoursup obligatoirement. Mais chaque année, pour les primo-entrants, c'est environ 1200 étudiants. Est-ce que c'est important? J'en ai vu quelques-uns qui témoignaient par exemple sur les réseaux sociaux ou ailleurs, qui disaient « j'ai raté une date, c'est pas trop grave ». Finalement, si chaque date est importante? Oui, chaque date est importante puisque il y a des créneaux pour s'inscrire, pour constituer son dossier, pour compléter son dossier. Et puis donc on en reparlera, mais on a une phase principale et qui s'arrête. Et ensuite, pour ceux qui n'ont pas obtenu ce qu'ils souhaitent, eh bien il y a une phase complémentaire. Ophélia, dans votre sens, comment ce processus vous aide finalement? Alors ce processus nous aide parce qu'on reçoit beaucoup de dossiers, effectivement, et il nous permet de sélectionner les dossiers qui vont être le plus adaptés à nos formations. Donc on a, dans les dossiers, on a évidemment les résultats scolaires, donc les notes, les bulletins de la première et de la terminale. Donc c'est important de dire aux élèves, dès la première, vos résultats comptent. Mais il n'y a pas que ça, on a aussi l'aide de motivation qui nous guide sur le choix de l'élève. Des fois, on peut avoir un dossier scolaire où les notes ne sont pas forcément très bonnes, mais si la motivation est là, si l'élève nous montre qu'il a vraiment envie d'intégrer la formation, voilà, c'est un critère qui est important. Donc, c'est important que le dossier soit rempli et soit rempli le plus complètement possible. Alors justement, comment est-ce qu'on remplit ce dossier complètement? Nathalie, quels sont les différents éléments, les différents dossiers qu'il a besoin Alors, la première étape, elle est toute simple. Avoir une adresse mail active. Et on la conserve bien, on l'écrit quelque part, on met son mot de passe quelque part, parce que c'est cette adresse mail qui va permettre de recevoir tous les messages. Donc, c'est important. De deux, il faut son INE. Quand on est scolarisé, on a un INE, c'est un indicateur avec des numéros et des lettres. C'est notre identifiant. Dès lors qu'on rentre à l'école, on a un identifiant qui nous suit tout au long de notre parcours. Ensuite, comme le précisait Ophélia, automatiquement dans le dossier de l'élève, dès lors qu'il est élève, on retrouve les bulletins, les appréciations, la fiche à venir, etc. Tout est anonyme, anonymisé. Donc, il n'y a pas d'idée de se dire oui, on va privilégier plutôt un tel, c'est faux. Aucune personne ne voit
qui est l'élève. Ensuite, dans le dossier, ce qui est important, c'est la motivation. Donc, il n'est pas nécessaire d'aller rechercher des lettres sur Internet et puis de nous mettre ça dans les dossiers. Les professeurs détectent très vite tout cela et ce n'est pas bon dans un dossier. Les lettres de motivation, c'est ça? Les lettres de motivation. Nous, on a besoin que la jeunesse s'exprime en fonction de ses envies, ses aspirations et justement mettre en avant toutes les activités extrascolaires. Et ne pas aller chercher, par exemple, sur ChatGPT. GPT, par exemple. C'est ce qui se passe, hein. Mais je peux vous dire que les enseignants, dans le cadre de la commission d'études des vœux, lorsqu'on repère ça, c'est pas très bon. Bien sûr, il y a les autres points importants. Tout à l'heure, on parlait aussi de ces jeunes gens qui sont en situation de handicap. Il y a aussi la possibilité de compléter une fiche qui peut être jointe justement dans le dossier, mais ce n'est pas cet élément-là qui va faire obligatoirement une admission, hein. Simplement, c'est toujours bien au moment de l'accueil, si l'élève est retenu, qu'on puisse lui personnaliser cet accueil. Alors, je me permets aussi de rajouter un petit conseil. Sur votre mail qui est actif, mettez un mail sérieux parce que pour du vécu, si vous mettez le petit haïtien 987, c'est pas très très sérieux. Justement, est-ce que le dossier sera suivi tout le long, d'année en année, Ophélia? Et c'est peut-être justement pour ça qu'il faut avoir des mails sérieux. Alors, en fait, aujourd'hui, tout passe par le numérique, hein. Donc, même pour les inscriptions aux examens depuis même le brevet, hein, jusqu'au bac et supérieur, il faut une adresse mail. Donc en fait, cette adresse mail, effectivement, il est bien de la créer tout de suite, de la garder, de la conserver. Effectivement, une adresse mail sérieuse. Prénom.nom, c'est c'est l'idéal. C'est classique, mais voilà, c'est au moins on la reconnaît. Et puis il faut la consulter parce que si on la consulte pas, ça sert à rien non plus. Donc de toute façon, pour les élèves, hein, en tout cas qui sont dans nos lycées, dès le début de leur prise en charge, on leur fait créer leur adresse mail. S'ils n'en ont pas, là on est en train justement de récupérer les adresses mail auprès d'étudiants, d'élèves qui n'en auraient pas encore, pour pouvoir faire correctement leur dossier Parcoursup. Donc à faire au plus vite, puisqu'on le répète, ça fait déjà depuis le 18 décembre que Parcoursup est ouvert. Je reste avec toi, Ophélie. Est-ce que les dossiers des lycées en terminale, par exemple, sont prioritaires par rapport aux étudiants qui sont en réorientation? Alors, il n'y a pas de priorité, c'est-à-dire qu'au moment de la commission d'examen des vœux, quand on va examiner les vœux, donc on a des critères qui sont quantitatifs. Effectivement, quand ce sont des lycéens, ils ont des bulletins, forcément ces critères vont remonter. Pour les personnes qui sont en réorientation, on n'aura pas de bulletin, par exemple. Donc forcément, leurs dossiers, ils vont être pas moins bien classés, mais ils vont pas être classés dans les premiers. Sauf que, comme tous les dossiers sont étudiés, en tout cas pour ce qui nous concerne au lycée Diadème, tous les dossiers sont ouverts et étudiés. C'est pas juste un algorithme, hein. Donc tous les dossiers sont étudiés et à ce moment-là, une réorientation qui est très sérieuse par rapport à un élève qui viendrait de terminale mais dont le projet n'est pas sérieux, on va pas forcément privilégier l'élève de terminale. On va peut-être plutôt prendre la réorientation. Justement, en parlant de réorientation, comment ça se passe au niveau de l'UPF, Mariana? Est-ce que c'est un petit peu la même chose finalement? Oui, c'est la même chose, c'est-à-dire que tout est anonyme, comme le disait Nathalie tout à l'heure, mais on peut savoir qu'un étudiant est en réorientation quand l'établissement de l'année en cours, c'est l'Université de la Polynésie française déjà, ou un autre établissement d'enseignement supérieur. Mais là, nous, on ne va pas... à l'université, la commission d'évaluation des vœux ne va pas privilégier des primo-entrants par rapport à des réorientations. Au-delà de ces réglementations qu'il y a par rapport à Parcoursup, on peut aussi parler finalement du poids que ça peut avoir, parce que parfois quand on se réoriente, on entend souvent dire t'as raté une année, mais finalement il vaut mieux rater une année plutôt que de s'investir dans une filière où on n'est pas forcément bon. Qu'est-ce que tu alors déjà je dirais qu'on n'a pas raté une année, parce que forcément si on a travaillé, parce que si on n'a pas travaillé, là c'est un peu plus délicat, mais si on a travaillé et qu'on se rend compte que finalement c'est pas le choix on n'a pas fait un choix judicieux et qui nous correspond pas, c'est pas une année perdue. Si on a travaillé, on a forcément acquis quelques compétences et de l'expérience. Donc une réorientation ne stigmatise pas les étudiants
Et en général, ça se passe très bien. Quand ils trouvent leur voie et qu'ils trouvent la bonne formation, ça se passe bien. Justement, un autre cas qui peut être possible, c'est par exemple, Nathalie, si je suis ni lycéen ni étudiant et que je souhaite réentreprendre des études supérieures à l'UPF par exemple, est-ce que je peux passer par Parcoursup? C'est, sauf erreur de ma part, Parcours Plus, c'est ça? Oui, alors Parcoursup évolue, étant donné que nous avons observé que certains jeunes ou moins jeunes souhaitaient reprendre un parcours universitaire ou un parcours peut-être un peu plus court, mais en tout cas être dans la dynamique de reprendre une formation de l'enseignement supérieur. Parcoursup a développé un module Parcours Plus en direction donc de ces personnes, en sachant que là c'est bien de la formation continue pour certains, d'autres c'est de la réorientation entre guillemets, parce qu'en réalité la réorientation au sein de l'université elle est travaillée aussi tout au long du parcours. Nous, notre intérêt c'est de faire en sorte que les parcours soient les plus fluides possibles pour nos élèves. En revanche, on n'empêche aucunement un jeune adulte, un adulte à reprendre des études. On est là pour analyser la situation et apporter les bons conseils dans la saisie. Est-ce que c'est Parcours Plus? Est-ce que c'est Parcoursup? Et là, c'est du cas par cas. En revanche, je pense qu'il est important de dire à nos élèves, à nos parents, qu'il faut vraiment s'appuyer sur ses aspirations. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Vers quoi je vais? Et les parents, il faut aussi entendre ça parce que on va voir dans le cadre de différents forums, on regroupe les formations par domaine pour ouvrir l'esprit sur différentes formations proposées. Et c'est notamment le cas à l'UPF, mais c'est également le cas dans nos établissements de l'enseignement supérieur, dans nos lycées. Rien ne s'arrête. C'est pas parce que je n'ai pas eu une proposition d'admission que tout s'arrête. Bien au contraire. Je crois voir là où tu veux en venir, c'est-à-dire qu'il y a certains parents encore aujourd'hui qui poussent leur enfant à faire ce que eux veulent et pas ce que les élèves ont réellement envie en fait. Oui, ça les sécurise aussi, on peut le comprendre. Ça, c'est tout à fait louable et il faut pas hésiter à nous rencontrer parce que justement, on a des personnels dans nos structures, donc à l'université, mais également dans les établissements scolaires avec les professeurs, les DDF. Et moi, dans mon service, le Centre d'information et d'orientation, les psychologues de l'éducation orientation sont là pour accompagner justement les projets. Est-ce qu'il y a par exemple, dans certains cas, si des élèves sont bloqués dans les îles, pour X raisons, est-ce qu'il y a des formations à distance, par exemple? Eh oui, en Polynésie française, on est dans cette dynamique de l'accompagnement des projets de nos élèves des archipels éloignés. Et d'ailleurs, c'est un travail qui est mené avec l'UPF et quelques formations, mais on est dans un début. On va aller encore plus loin. Le e-learning existe et nous, on va être dans cette dynamique. Donc, pas d'inquiétude. On offre aussi des accompagnements en distanciel, mais je pense que Marina pourra en parler encore mieux que moi. Justement, Marina, une réaction ou complément d'information? Parce que justement, on a quelques formations à distance dans nos campus connectés, donc dans les 5 archipels, puisque nous avons été lauréat de ce projet et donc on l'a appelé Archipel Connecté, puisque ça avait tout son sens ici. Et le dernier en date qui a ouvert, c'est celui de Tubuai. Donc là, maintenant, nos 5 campus connectés sont ouverts et permettent la formation à distance pour certaines formations, notamment le diplôme d'accès aux études universitaires, le DAEU. Et celui-là rencontre un franc succès, puisque là, on vient d'ouvrir le DAEU à distance et on a une trentaine d'étudiants inscrits hors Tahiti. Est-ce qu'on a remarqué, si on revient sur les formations en général, puisque les formations à distance, c'est des cas bien particuliers. Mais si on revient sur les formations en général, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y a certaines filières, certaines formations qui sortent du lot? C'est-à-dire qui sont plus demandées. Voilà. Alors, chez nous, c'est plus au niveau scientifique et au niveau droit et économie-gestion. Ce sont les 3 domaines qui rencontrent le plus de succès, je dirais. Et on a aussi notre licence Accès Santé qui chaque année fait le plein. Un peu dans la même idée, Ophélia, de votre côté, c'est quoi qui attire le plus? Alors nous, toutes nos formations attirent. On a énormément de dossiers sur nos BTS essentiellement, sur nos classes préparatoires aussi. Ce sont essentiellement donc les BTS administratifs, les BTS tertiaires qui engrangent le plus de demandes.
mais tous nos BTS, et on fait le plein chaque année sur tous nos BTS. En fonction du nombre de places offertes, voilà, on a des listes d'attente sur toutes nos formations. Alors Parcoursup a ouvert, je le répète encore, histoire que vous puissiez bien comprendre l'enjeu, depuis le 18 décembre. Est-ce qu'on peut conseiller surtout certains parents qui trouvent ce processus stressant, Nathalie, comment est-ce qu'on peut les rassurer, les accompagner? Alors, je vais donner juste un conseil. D'une, il faut surtout pas s'y prendre au dernier moment. De deux, pas le soir quand on est énervé parce qu'on ne sait pas bien lire un écran. C'est une réalité. Nous-mêmes, en fin de journée, c'est compliqué. Il faut prendre le temps et on lit bien tout ce qui est noté sur les pages de Parcoursup. Tout est noté. Il n'y a rien de compliqué. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, il faut être à l'écoute des projets de nos élèves. S'ils n'en ont pas, on a des ateliers spécifiques dans nos établissements pour justement faire émerger les projets. Je voudrais juste dire qu'au sein de l'éducation, il y a ce qu'on appelle l'éducation à l'orientation et le parcours à venir qui est ouvert de la 6e à la terminale. Donc, travailler sur le projet et justement le post-bac, c'est fait tout doucement, c'est normal. C'est pas la peine de tout faire en une seule fois parce qu'à un moment, on se trompe. Et pour les parents, il faut pas hésiter à venir au forum post-bac parce qu'il y a un temps dédié pour eux, le vendredi après-midi, 31 janvier, et le samedi matin, 1er février. Les professeurs, les établissements, l'université sera là et on pourra répondre parce qu'on aura encore du temps pour exprimer des vœux dans Parcoursup. Est-ce que vous aussi, de votre côté, vous avez des petits conseils pour gérer finalement ce choix? Je me tourne déjà du côté de Ophélia. Est-ce qu'il y a des petites astuces, des petits conseils? Alors des petites astuces, non, mais effectivement s'appuyer sur les professeurs. La première chose, comme le disait Nathalie, sur les classes de terminale, les élèves sont accompagnés, l'accompagnement personnalisé, le soutien au parcours. Donc il faut pas hésiter à se rapprocher de ces professeurs pour essayer de consolider ses choix. Ensuite sur chaque formation, bien lire effectivement les fiches formation. Il y a des référents, donc ne pas hésiter à contacter les référents sur les formations. Par exemple, moi je suis référente sur toutes mes formations tertiaires. Il y a mon mail, donc ne pas hésiter à demander des conseils, des informations. Voilà. Et puis surtout, ne pas hésiter à faire des choix dans un premier temps, puisqu'il y a plusieurs phases. Et puis si on veut revenir dessus, on peut. Voilà. Puis après, il y a la phase de confirmation. Finalement, on va au forum post-bac où on va sur les journées portes ouvertes et on se rend compte que finalement, j'ai mis ça sur mon dossier Parcoursup, mais non, en fait, je vois que ça me convient pas. Je l'enlève, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a des temps pour tout. Il faut surtout bien respecter les calendriers parce que malgré tout, ce sont des plateformes. Et une fois que les échéances sont passées, nous, on ne peut plus rien faire, en fait. Voilà. C'est pour ça que j'allais revenir justement sur cette question et me tourner du côté de Marina. Finalement, ne pas prendre à la légère tout ce processus et bien réfléchir aux formations choisies, aux établissements, etc. Alors, bien sûr, le temps est important, il ne faut pas s'y prendre au dernier moment, mais à l'université, on a aussi plusieurs dispositifs d'accompagnement. Donc, on a un centre d'insertion, un centre d'orientation des stages et de l'insertion professionnelle, le COSIP, où on a un chargé d'orientation qui est là pour nos étudiants, mais également pour les élèves qui se posent des questions. Il y a beaucoup de documents aussi qui sont à disposition. On a aussi un dispositif qui s'appelle Cap sur l'UPF, où on peut venir alors par classe. On a des enseignants qui nous demandent de venir par classe pour faire une immersion dans un cours magistral à l'université, dans une discipline. On a également la possibilité de recevoir des élèves de façon personnalisée qui peuvent venir assister à un cours, visiter l'université et puis se renseigner sur les différentes filières. Alors deux possibilités. Nathalie, qu'en est-il des élèves qui se retrouvent sans issue à la fin de la procédure ou ceux qui veulent absolument une formation mais qui ont été refusés? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il est certain qu'on est souvent axé sur une formation et parfois même, je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut aller, mettre qu'une seule formation dans Parcoursup en imaginant que ça va s'imposer à tout le monde. Ça ne s'impose pas.
Il y a une commission d'études des vœux qui va regarder le dossier, le consulter et le classer. Donc, si vous faites partie des 30 premiers, parce qu'il y a 30 places, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, vous serez peut-être en liste complémentaire ou pas du tout. Pas d'inquiétude. Si on n'a pas eu de proposition d'admission, il y a une phase complémentaire qui s'ouvre donc mi-juin et qui va se terminer mi-septembre. Entre-temps, on a aussi ce qu'on appelle la commission d'accès à l'enseignement supérieur. Et donc, c'est une commission que je réunis. Et donc, l'UPF est présente, les établissements. Et les candidats qui nous ont écrit par le biais de l'application, donc vous voyez, tout se passe par le biais de l'application. C'est un incontournable finalement aujourd'hui. C'est un incontournable. On essaye d'éviter tous les papiers parce que tout se retrouve justement dans cette application, c'est beaucoup plus simple. Et nous, on va étudier et on va faire des propositions en fonction des places qui nous sont encore disponibles. Parfois, j'ai des élèves et des familles qui ont refusé. On a fait une autre proposition. En revanche, à un moment, s'il n'y a plus de possibilité, on va proposer un autre type d'accompagnement qui est fait là à l'université. Donc Marina va l'expliquer après. Et moi-même, dans le cadre de mes dispositifs d'aide et d'accompagnement, on va prendre en charge avec le centre d'information et d'orientation donc les situations de ces élèves. L'idée, c'est que on remette un peu de cadre dans les projets et qu'on rassure tout le monde parce que arriver à un métier, c'est possible, mais par différentes formations. Alors justement, pour pouvoir vous renseigner et vous orienter, on va se tourner déjà du côté de Marina. Il y a les journées portes ouvertes de l'UPF, par exemple, qui peuvent déjà être un premier pas vers cet accueil et cette aide. Oui, alors le samedi 8 février, donc toute la matinée, de 8h à 13h, on aura donc notre journée porte ouverte à l'Université de la Polynésie française, où là, tous les acteurs de la formation finalement seront présents. Donc on aura les équipes pédagogiques qui viennent. On aura nos services en appui à la vie étudiante, donc je parlais du COSIP tout à l'heure. Il y a également la Maison des œuvres universitaires et de la vie étudiante. On a la bibliothèque, on a tous les services en appui à la vie universitaire. On a aussi des étudiants qui viennent, qui sont mobilisés ce jour-là pour renseigner donc les élèves et aussi les parents et les rassurer un petit peu. C'est un petit peu la même chose du côté du Diadème, du lycée Diadème, Ophélia? Tout à fait. Donc nous, nos journées portes ouvertes sont prévues le samedi 1er mars, donc à partir de 7h30. Accueil de tous les usagers, que ce soit parents, élèves, familles, jusqu'à 13h. Donc là aussi, toutes nos formations sont ouvertes. Donc nous, on a nos formations post-troisième et post-bac. On fait une seule et même journée pour accueillir tous les publics. Donc là aussi, avec nos différents services ouverts, rencontrer les enseignants, les étudiants aussi et les élèves pour voir comment se passent réellement les enseignements au sein du lycée. Et on a les mini-stages dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, effectivement, à partir de donc une semaine après. Donc là, en fait, on a ouvert, on ouvre lundi prochain. Donc les mini-stages, donc ça, ce sont des demi-journées d'immersion sur les différentes formations post-bac. Voilà, ce sont les élèves de terminale qui s'inscrivent et qui peuvent venir passer une demi-journée avec nous dans la classe pour pouvoir consolider leur projet. Et il y a deux autres dates dont on a déjà parlé tout à l'heure, mais qu'on vous le rappelle encore, c'est le forum post-bac, 30-31 janvier et 1er février. Redis-nous, qu'est-ce qu'on pourra retrouver là-bas, Nathalie, et pourquoi c'est important d'y être? Alors, on retrouve toutes les formations proposées de l'enseignement supérieur de la Polynésie française. Donc les universités, donc avec l'UPF, il y a également l'ICEP, mais également tous nos lycées publics et privés, lycées agricoles. On a également le centre d'information et d'orientation qui mène des ateliers. Donc je tiens à préciser, si vous êtes un peu en difficulté dans la réflexion de votre projet, n'hésitez pas à vous inscrire aux ateliers proposés par le CIO. Vous allez sur la page Facebook du DOI et vous allez avoir toutes les dates. Et donc il y a aussi des ateliers au sein des établissements scolaires. Mais il y a un autre point qui est très important, c'est la mobilité. Autant la mobilité dans la tête, c'est-à-dire aller à 10-20 km, mais également cette mobilité qui peut être plus importante au niveau de la distance, au sein de la Polynésie française, mais également vers la France hexagonale. On a tout un dispositif d'accompagnement pour les bourses, l'avion, la sécurité sociale, etc. Donc c'est un moment incontournable, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Rappelle-nous juste où est-ce que ça va avoir lieu le forum post-bac? Sous le chapiteau de la présidence. Voilà, je vais faire mon professeur, sortez vos cahiers de texte et vos agendas. On va noter du coup les différentes dates. Nous avons le forum post-bac, du coup dont on vient de parler, le 30, 31 janvier et le 1er février. Vous avez la journée porte ouverte de l'UPF le 8 février et la journée porte ouverte du lycée Diadème le 1er mars. Si jamais vous voulez vous renseigner, vous avez une FAQ sur sur education.pf. Pardon, donc notre premier site de la DG2E. D'autres FAQ sur parcoursup.gouv.fr. Si vous avez des questions, généralement, elles y sont. Et enfin, vous avez bien sûr les sites des deux entités qui sont venues, à savoir upf.pf et lycéedepirey.com pour le lycée Diadème. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur ces deux différents sites aussi. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Marorou. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi notre émission. On se retrouve demain à 17h. En attendant, bonne soirée sur TNTV, 18h. Votre V à Tahiti, Maururu Itotato Farerea, Trahoma, Parhayana.